Madame, Messieurs, bienvenue à cet entretien de ce soir qui va porter sur un secteur qui touche directement à la vie, au social des Congolais, à la vie économique également. C'est ce secteur névralgique de l'électricité qui a vu des poches noires s'installer de manière durable en République démocratique du Congo, un taux de desserte qui ne s'améliore toujours pas et des difficultés majeures dans le transport ainsi que dans la distribution. Pour ce faire, j'ai invité pour cet entretien un connaisseur en la matière. Il s'agit de l'ingénieur Alain Donat Mwamba, ingénieur civil électricien de la faculté polytechnique de Mons. Là, nous sommes en Belgique. Alain Donat Mwamba a travaillé à la minière de Bakwanga. C'était un ancien cadre de la MIBA. Et dans le secteur des télécommunications, Alain Donat Mwamba était cadre à Télécel. Télécel, la première compagnie de téléphonie cellulaire que tout le monde connaît. Il a également travaillé à Celtel, qui est devenu Zen. Vous avez également travaillé, Alain Donat, bonsoir en entendant. Bonsoir. Vous avez également travaillé comme ingénieur en charge des projets électromécaniques à la MIBA. Et à ce titre, vous avez travaillé sur le projet de soutirage du courant d'Inga au niveau de Tchimbulu. C'est bien cela? Effectivement, j'étais à Tchimbulu plus d'une fois dans ce cadre-là. Exactement. Alors, à Télécel, vous étiez responsable technique en Bujimaï, avec Airtel, Celtel anciennement. Alain Donat Mwamba a été manager en charge des opérations techniques pour les deux provinces du Kasaï et plus tard manager en charge de projets spécifiques sur la République démocratique du Congo. Et vous avez également exercé d'autres activités, notamment sur le plan de l'encadrement des étudiants. Affirmatif, j'ai donné cours à quelques étudiants. Et puis, j'ai été président des étudiants quand j'étais en Belgique. Et puis, président des ingénieurs civils pour la province, enfin les deux provinces du Kasaï ou le Grand Kasaï, comme on dit. J'ai fait aussi un peu de théâtre, voilà, dans le temps. Voilà. Alain Donat Mwamba a été donc président du cercle des étudiants et chercheurs zaïrois de Mons. C'était en 1990 et il a dit président provincial de l'Association congolaise des ingénieurs civils pour les deux Kasaï. C'était de 2006 à 2008. Et vous venez d'obtenir il n'y a pas longtemps un MBA, un Master of Business Administration du Gordon Institute of Business Sciences de l'Université de Pretoria avec un award en Project Management. Ça veut dire quoi? Enfin, disons qu'un MBA, c'est tout simplement ces études post-universitaires orientées vers le leadership, le management, la stratégie, et qui vous permettent en fait, par des outils de gestion, des outils des finances, des outils de ressources humaines, de pouvoir prendre des décisions correctes dans l'exercice de vos fonctions comme responsable d'entreprise. Voilà. Voilà. Alors, Alain Donat Mwamba, donc je vous remercie d'être venu pour nous entretenir autour de l'électricité. Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays au potentiel immense dans le secteur, mais on n'a pas de l'électricité partout. Pouvez-vous nous dire pourquoi on est dans cette situation? Merci beaucoup pour votre question. Mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est que j'interviens ici comme tout citoyen congolais, quelqu'un qui réfléchit sur la situation énergétique de son pays et qui donne son point de vue. Oui, absolument. C'est votre droit le plus légitime. Ok, merci. Cela dit, tout Congolais connaît ce qu'on appelle les 5 chantiers. Et vous savez, quand vous dites 5 chantiers aux Congolais, ils savent ce que c'est. C'est comme par exemple quand vous leur dites le peuple d'abord, ils savent d'où ça vient. D'où ça vient, oui. Donc les 5 chantiers sont une réalité du pays et ces 5 chantiers en fait s'articulent autour de quelques piliers dont le secteur énergétique. Absolument. Et le secteur énergétique contient en fait des objectifs comme accroître le taux de desserte en énergie électrique, surtout les territoires, résorber en fait le déficit énergétique sur la République et évidemment permettre à la République pour assurer le développement industriel en fait, du pays. Voilà. Cela dit, votre question de savoir pourquoi est-ce que nous connaissons tous ces problèmes est à la fois facile et difficile. Je m'explique. Quand je dis facile, j'y réponds aussi, il faut dire, avec mes limites. Hein.
je ne suis pas exceptionnel, donc j'ai aussi mes limites. Quand je dis que c'est une question facile... Très modeste, hein? Non, non, quand je dis que c'est une question facile, c'est tout simplement dire que la puissance que nous avons, qui est disponible, ne nous permet pas ou ne permet pas à la SNEL de pouvoir répondre à la demande globalement exprimée par les consommateurs. Voilà, ça c'est facile à comprendre. Et c'est difficile dans ce sens que nous avons quand même des centrales. Et ces centrales-là, avec leur puissance installée, normalement je voudrais parler d'Inga et des centrales du Katanga, avec leur puissance installée, nous permettraient de répondre substantiellement aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ben voilà, c'est cette contradiction. D'une part, on a une puissance disponible qui n'est pas suffisante, et de l'autre côté, on a une puissance installée substantiellement suffisante, mais on n'arrive toujours pas. Alors, difficile pour nous qui sommes des novices en la matière, qui ne sommes pas experts en la matière, de vous suivre. Pouvez-vous nous faire comprendre par des langages beaucoup plus simples, beaucoup plus détaillés, ce que vous voulez dire exactement? Bon, écoutez, ce que je veux dire, bon, je vais essayer de simplifier, de partir d'un petit état des lieux. Oui. D'une façon générale, en République démocratique du Congo, quand on parle énergie ou production énergétique, on passe au Bas-Congo, avec les 2 centrales au barrage Inga et Zongo, et on passe aux 4 centrales de Katanga, qui sont Zilo, Seke, Madingusha et Koni. Et nous avons 2 grands pôles de consommation, qui sont Kinshasa et le Katanga. Mais en ce qui concerne les Katanga et Kinshasa, mais je dois quand même ajouter, en plus du Katanga et de Kinshasa, il y a aussi l'exportation vers le Congo-Brazza, la Zambie, le Zimbabwe, la RSA et même l'Angola. Mais en ce qui concerne le Katanga, vous savez, le Katanga, c'est une grande province, une puissante province au niveau des activités avec les mines. Alors, le besoin énergétique qui est exprimé au niveau du Katanga serait à peu près de 850 MW pour les industriels et 350 MW pour les ménages. Ce qui nous fait un total de 1200 MW. Où trouver les 1200 MW? Au Katanga, il y a une puissance installée, c'est-à-dire que tous les barrages, toutes les centrales réunies ne pourraient fournir au maximum que 460-462 MW. Mais actuellement, ces centrales-là ne fournissent que 300 MW, plus ou moins 300 MW. Ce qui fait qu'il y a 900 MW qui manquent sur le Katanga. Un gap important. Comment peut-on trouver, comment pourrons combler ce gap-là? Alors, il y a Inga qui vient en rescousse. Mais Inga, actuellement, ne donne que 150 MW au Katanga. Ce qui fait que sur les 900 de déficit, il y a maintenant, nous pouvons comprendre qu'il y a un déficit de 750 qu'il faut toujours combler. Et comment le faire? Nous ne pouvons avoir cela que d'Inga. Et nous savons qu'il y a une ligne entre Inga et Lubumbashi. Donc cette ligne, comme je l'ai dit tantôt, ne transporte que 150 MW et pourrait faire plus, réhabiliter, elle pourrait même arriver à 1000 MW. Donc le problème du Katanga serait résolu. Mais en ce qui concerne Kinshasa, Kinshasa a un besoin de 800 MW. Et actuellement, Kinshasa ne reçoit que 400 MW. Donc il y a un déficit de 400 MW qu'il faudra combler. Voilà. Si Kinshasa, le déficit est de 400 MW, au Katanga, le déficit est de 500 MW. Et pourquoi Inga n'est-il pas toujours capable de combler ces déficits? Non, ce que je voudrais dire que pour que Inga arrive à combler ce déficit, ça veut dire les 400 MW qui manquent ici à Kinshasa et les 700 MW qui manquent à Lubumbashi. 750 MW, merci pour le rappel. Pour Kinshasa, il y a en fait la ligne entre Inga et Kinshasa qui permet de transporter seulement 450 MW, plus ou moins 450 MW maximum. Donc pour arriver à combler les 400, il faudra nécessairement qu'on puisse construire une deuxième ligne haute tension qui pourra amener cette énergie à Kinshasa.
Voilà un peu comment ça se passe. Et pour le Katanga, évidemment, il y a la ligne Ngachaba, une fois réhabilitée, et la Mera, les 900 mégawatts là-bas. Alain Donamwamba, vous insistez, vous parlez un peu trop d'Inga, vous évoquez un peu trop Inga, chaque fois vous y revenez, mais vous n'arrivez toujours pas à nous dire pourquoi Inga ne donne pas la puissance énergétique qu'on attend de cette barrage. Qu'est-ce qui manque à Inga, hein, alors qu'il y a des machines, hein, et il y a des géants, des monstres, hein, qu'on retrouve sur les sites d'Inga. Okay. J'ai eu à le visiter, mais c'est un site extraordinaire. Effectivement, Inga, c'est un monstre, hein, comme vous le dites. Mais pourquoi j'insiste sur Inga? Parce que vous comprendrez que même si on construisait une deuxième ligne pour Kinshasa, même si on réhabilitait la ligne Inga-Kolwezi, mais si les machines de Inga ne fournissent pas l'énergie dont nous avons besoin, mais nous resterons toujours dans la même situation. Donc effectivement, il y a des machines à Inga, mais ces machines sont à l'arrêt. Et Inga ne pourra résoudre le problème qu'une fois ces machines réhabilitées et mises au réseau. Alors en ce moment-là, bon, on aura trouvé une solution au problème que nous sommes en train d'évoquer. On touche du bois là. Quel est le problème qui se pose à Inga? Quelle est la situation exacte des groupes qui fonctionnent à Inga et ceux qui ne fonctionnent pas? Disons que, d'après les informations que nous avons, les informations à notre possession à ce jour, Inga est constitué de deux parties. Il y a Inga 1 et Inga 2. Oui. Inga 1 a 6 machines. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule machine en fonctionnement. En fait de fonctionnement. Et Inga 2 a 8 machines. Et il n'y a aujourd'hui que 4 machines qui fonctionnent. Et vous comprenez que dans cette situation, la SNED n'est pas à mesure de pouvoir répondre à la demande. Donc il y a un problème. Il faudra qu'on puisse fixer le problème qu'il y a sur les autres machines pour qu'on puisse améliorer les conditions de distribution d'énergie sur la République. Alors, à ce propos, justement, Alain Donamwamba, il y a eu un vaste programme de réhabilitation des groupes d'Inga, des informations recueillies. Nous savons que le gouvernement a fourni des efforts, notamment en sollicitant des financements auprès de la Banque mondiale. La Banque africaine de développement a également mis la main à la poche. Le chef de l'État a fait de l'électricité un chantier prioritaire parmi les 5 qu'il avait alignés. Et aussi, on a connu des financements privés du type, par exemple, Mag Énergie, qui a fait couler encre et salive. Mais comment se fait-il que, malgré tous ces programmes, malgré tout ce qui a été dit tout autour, malgré tout ce qu'on nous a présenté comme effort, on n'arrive toujours pas à une production conséquente? Oui, que les moyens aient été consentis, je n'en disconviens pas. Mais quant à dire peut-être qu'il manque de compétences... Peut-être qu'il a fait de compétences. Non. Quant à dire qu'il manque de compétences, non, je ne crois pas. Je crois que la SNEL a des gens compétents, du top management jusqu'à ceux qui sont en bas. C'est pas ce que nous, ici d'en bas, pourrons dire. Non, peut-être qu'il y a des petits problèmes de leadership ou de management. Vous savez, ce sont des choses qu'on peut arranger, mais ça, c'est important, bien sûr, mais qu'on peut arranger. Mais pour revenir, en fait, à votre question concernant les moyens, je dirais effectivement que les moyens ont été mis. Il y a eu des millions de dollars. Il faut comprendre que ces millions de dollars sont en fait gérés par tous les partenaires. Il y a les partenaires. Et notamment, ceux qui jouent un grand rôle, ce sont ceux-là qui sont dans l'implémentation du projet. C'est ceux qui exécutent le projet, qui sont en fait les contractants. Et ces gens, bien souvent, ils font les projets avec des retards. Et quand ils ont des retards, il y a de l'argent qu'ils ont consommé, ils n'en ont plus, il faudra en trouver quelque part, ils viennent avec des avenants. Et les projets qu'ils font généralement, ils les font peut-être, ils n'amènent pas des pièces de réchange, on essaie d'utiliser des pièces vétustes, des choses comme ça. Donc ce sont des problèmes
qui font que la SNEL n'arrive pas à répondre aux besoins énergétiques qui se présentent pour le moment. Et pour essayer un peu d'embrayer là-dessus, je disais tantôt que ce sont les contractants qui sont dans l'implémentation du projet. Oui. Et généralement, quand on fait un projet, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Il y a ceux qui donnent de l'argent, les bailleurs de fonds. Il y a celui qui demande les travaux, il y a son conseil, il y a les contractants. Et généralement, on fait un suivi. Un suivi sur le temps, le délai, qui est très important, qu'il ne faudra pas dépasser. On fait un suivi sur le coût, le budget. Vous devez faire un projet qui est dans le budget. Oui. Et puis, il y a ce qu'on appelle la qualité, donc les standards, les normes. Vous ne devez pas faire une réhabilitation, par exemple, avec des pièces vétustes. Donc, vous devez amener... On a là le délai. Vous avez le délai, vous avez le coût, et vous avez la qualité. Les standards, c'est que vous avez sur les standards. Mais on pourrait, vous savez, la liste est longue, on pourrait ajouter le plan de communication, on pourrait ajouter les risques, on pourrait ajouter le procurement et la gestion des ressources humaines. Mais je voudrais me limiter aux trois, c'est-à-dire le délai, le coût, la qualité. Et j'ajouterai aussi un peu le risque. Parce que vous savez, quand vous faites un tel projet, vous définissez ce qu'on appelle la matrice de responsabilité, qui s'accompagne généralement d'une matrice de risque. Donc quand il y a un risque, vous envisagez des risques, vous énumérez. Évidemment, tout risque n'est pas envisageable. Dès le départ, vous ne savez pas que vous aurez tel problème. Mais il y a des risques qui sont évidents. C'est par exemple le délai, le retard. On sait que non, le retard peut arriver. Et quand le retard arrive, il faut savoir à qui on doit l'incomber, à qui on doit imputer, voilà, à qui on doit l'imputer. Qui est accountable? Ça veut dire qui est responsable, qui doit répondre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que j'ai réalisé ce projet, moi je l'ai fait, mais le retard, je ne sais pas à qui l'incombe. Non. Mais vous avez parlé de l'argent de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, vous avez même dit qu'il y a des millions qui sont consacrés, et puis les dossiers manque d'énergie. Ok, effectivement, il y a eu des millions. Des millions qui ont été donnés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour pouvoir en fait réhabiliter les groupes de Inga 1, 4 groupes et 2 groupes de Inga 2. Mais en ce qui concerne, parce que vous insistez beaucoup sur Mag Énergie, il semble que j'ai l'impression que c'est votre dossier, quelque part, je ne sais pas. Non, mais du tout. Mag Énergie... Je m'intéresse à tout ce qui se passe là. Ok, c'est bon, c'est bien. Il faut être curieux. Moi aussi, je suis curieux. Voilà. Mais Mag Énergie, c'est tout simplement une société qui avait fait un montage financier pour le cas du G23 et le marché avait attribué à des contractants et il s'est avéré plus tard, selon nos sources d'information, que le contractant n'avait pas livré les services attendus ni dans le délai, ni dans les budgets, ni selon les normes attendues. Et les risques, on les met sur le compte de quelqu'un d'autre plutôt que de prendre ses propres risques. Donc voilà. Alors le contractant en question, c'était Franco Tosi Mécanica. Vous avez la SNEL, tantôt c'est le contractant, tantôt c'est Mag Énergie avec son montage financier. On a du mal à défaire le cordon que vous êtes. Qui met en retard et qui fait quoi? Qui sont les contractants et les gestionnaires des projets? Bon, vous savez, il faut comprendre que la SNEL travaille avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand vous faites un projet, au début du projet, vous définissez ce qu'on appelle un charter. Vous faites une identification de partenaires. Vous dites, voilà, moi je vais faire un projet de réhabilitation d'un groupe de Inga, d'une façon générale. Pour faire ce projet, je travaille avec la Banque mondiale qui donne de l'argent. Moi, je suis le demandeur de services, j'ai mon conseil, j'ai un ingénieur conseil. J'ai des contractants qui vont faire ces travaux. Voilà. Et quand le contractant effectue le travail, la SNEL, avec son conseil, normalement, devrait faire le suivi, devrait contrôler et devrait accepter les travaux effectués. Et quand vous acceptez les travaux, qu'est-ce qui se passe? Quand les travaux ont été effectués, vous venez, il y a ce qu'on appelle des snags. Enfin, snag, c'est un terme
anglais. Ça veut dire qu'il y a des inconvénients. Oui. Et ces inconvénients peuvent être majeurs ou mineurs. Quand c'est majeur, vous dites, voilà, il y a des inconvénients majeurs, on peut le réparer, on remet le groupe en service. Quand c'est mineur, plutôt, c'est ce que j'ai dit. Mineur, oui. Quand c'est mineur, on répare, on remet le groupe en service. On met le groupe en service, il n'y a pas de problème. Pendant que le groupe fonctionne, on peut arranger. Oui. Mais quand c'est majeur, vous, en tant que l'utilisateur, si je peux dire. Dans le cas d'espèce, la SNEL. Oui, vous devez dire, non. Ce groupe, par exemple, présente des vibrations énormes. Et je ne saurais pas le mettre en groupe. Parce qu'il ne tiendra pas un an. Il y a des choses qui vont se casser et puis je serai obligé de payer un peu plus. Donc, je crois que c'est un problème de responsabilité, un problème de leadership. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ah, mais alors, Alain Donat Mwamba, je vous ramène toujours à parler des contractants. Qui sont ces contractants? Qui les recrute? Comment ça se fait? Dites-nous un peu. Entrons un peu dans ce monde-là avec vous. Bon, vous savez, je n'aimerais pas être très long, mais il y a des processus, des procédures d'appel d'offres qui se font et il y a des gens qui sont choisis pour pouvoir étudier. Prenons les cas de G23, j'insiste parce que c'est un dossier que j'ai beaucoup suivi. Mag Energy n'était pas sur les sites, c'est une autre entreprise qui a travaillé sur les sites. Bon, écoutez, si vous voulez que je vous ramène un peu à cette histoire de Mag Energy, je ne vais pas aller dans les détails, parce que moi non plus, je ne connais pas le fond du problème. Mais cependant, ce que je peux vous dire, Mag Energy, c'est tout simplement une société, vous savez, c'est comme vous ici à la télévision. Vous dites, vous voulez créer une nouvelle télévision. Oui. Moi, je viens, je vous dis, écoutez, moi j'ai de l'argent, vous n'en avez pas. Ça, c'est Mag Energy. Il vient, il dit qu'il a de l'argent. Donc, c'est moi qui viens, je vous dis, vous n'avez pas de l'argent, vous, la télévision. Moi, je viens. Mais quand je viens, je vous dis, vous achetez chez tel les produits. Donc, vous achetez vos équipements chez telle personne. Et moi, j'amène la personne. C'est ce qui s'était passé, en fait, avec Mag Energy. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui avait amené son argent. Et quand vous amenez votre argent, vous avez quand même le droit de regard sur votre argent. Vous devez être sûr que les équipements ont été achetés. Les matériaux, c'est tout simplement ça, le dossier Mag Energy. Mais je ne sais pas s'il y a eu autre chose, je ne sais pas. Mais on a enregistré un retard énorme dans la livraison de cet ouvrage. Oui, effectivement. Il y a eu des retards, des années. Mais il faut dire qu'il y a eu plusieurs contractants. Il y a eu un contractant qui a effectué des travaux qu'on a cités là. Franco-Tosi Mécanique, une entreprise italienne. Mais je n'ai pas ça de mémoire. Je sais qu'il a effectué, cette entreprise a effectué beaucoup de travaux ou a eu beaucoup de marchés. Mais excusez-moi, j'ai un document là que je pourrais lire un peu à votre intention et à l'intention. Allez-y, je vous en prie. Il y a ceci. C'est un document qui n'est pas secret. Ça veut dire que c'est un document que vous pouvez trouver... Qui est public. Qui est public. Parce que vous savez, quand vous faites un projet, il y a ce qu'on appelle le plan de communication. Et dans le plan de communication, il y a tous les partenaires. Donc, vous savez communiquer avec vos partenaires. Vous devez communiquer avec eux. Ils doivent être tenus au courant de l'avancement des travaux. Donc, c'est un document, ce sont les informations que vous pouvez trouver à la SNEL. Vous pouvez trouver... sur Internet. Mondial. Vous pouvez trouver... chez Franco-Tosi, vous pouvez trouver chez l'ingénieur conseil de la SNEL, parce que ce sont des choses qui sont dans le plan prévu, donc on communique, donc ce n'est pas un secret. Donc ce que je veux vous dire, ce n'est pas un secret. Absolument. Alors on dit, à la suite du montage financier de Mag Energy pour le G23, les travaux relatifs avaient été confiés à l'entreprise italienne Franco-Tosi Mécanique. La fin des travaux de réhabilitation pour ce groupe avait été prévue pour fin 2008. Malheureusement, la réhabilitation de ce groupe n'avait été achevée qu'en 2010, avec 2 ans de retard par rapport au délai convenu lors de la signature du contrat irrélatif. En ce qui concerne le groupe G21 et G22, la mise en vigueur du marché relatif à la réhabilitation a été effective en mars 2012. Présentement, les travaux de réhabilitation de ces 2 groupes d'Inga 2 sont en cours d'exécution par le consortium Alstom Endres. Donc c'est notre consortium qui fait aussi des travaux là-bas. En ce qui concerne le groupe G11 et G15, Dinga 1, le processus de passation de marché irrélatif est présentement en cours. Donc vous pouvez encore vous y intéresser comme vous vous intéressez à ces marchés-là. Et en ce qui concerne le groupe G12 Dinga 1, la signature du marché irrélatif avait eu lieu en date du 19 mars 2010.
au profit de l'entreprise italienne Franco Tosi Meccanica. La même, hein? Bon, si l'entreprise se défend et qu'elle a ses contrats, que puis-je en dire? Et la fin des travaux irrélatifs était prévue pour le 28 février 2012. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, ces travaux ne sont toujours pas encore terminés. Et aux dernières nouvelles, la date probable de fin des travaux serait annoncée pour 2013. Il manque à gagner. Certainement. En ce qui concerne le groupe G14, ce marché de réhabilitation avait aussi été confié à la firme italienne Franco Tosi Meccanica. Encore? Oui, la signature du contrat irrélatif avait eu lieu le 3 octobre 2011. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus d'une année après, les travaux irrélatifs n'ont pas encore connu un début d'exécution. Donc vous comprenez que je ne pouvais pas avoir ça de mémoire. Et ça, c'est un document officiel public. Non, c'est un document public. Tout le monde peut le consulter et il n'y a pas de problème. Mais cela dit, et pour revenir à ce que vous avez dit au début, donc les millions de dollars ont été là. On voit bien qu'il y a eu des entreprises qui sont là ou qui sont là ou qui sont en train de se préparer ou qui ont fait des travaux. Donc, et la Banque mondiale et la BAD ont mis cet argent-là. Mais le retard, je voudrais insister, le retard. Vous savez, quand il y a un retard, ça cause un manque à gagner, comme vous avez dit tantôt, et ça crée des problèmes. Même au niveau de l'entreprise, il n'y a pas une paix. Vous savez, quand vous êtes responsable d'une entreprise et qu'on vous livre ce dont vous avez besoin un an après, c'est énorme. Alors, vous comprenez? À suivre vos déclarations, Alain Denan-Mwamba, les retards sont principalement causés par les contractants et dans les cas d'espèces, c'est Franco Tosi Meccanica, moi je n'ai pas peur de la citer. Et pourtant, nous avions suivi ici au Grand Hôtel Kinshasa, Franco Tosi Meccanica a organisé un atelier de présentation de ses activités à Inga. Plusieurs invités de marque étaient là, parmi lesquels les cadres de la SNEL, les conseillers à la présidence de la République, à la primature, ainsi que ceux du ministère de l'Énergie. Mais au cours de cette même présentation, Franco Tosi avait déclaré qu'elle aurait fait du bon travail à Inga et ce, à un coût défiant toute concurrence. Qu'en dites-vous? Vous savez, il y a une chose, vous dites mes déclarations. Et pourtant, je viens de vous lire un document. Donc, ce document-là, ce n'est pas moi. Vous auriez pu lire le même document. Donc, ce n'est pas moi. Donc, vous ne voulez pas prendre la paternité de ce document. Non, je vous le concède. En venant ici, j'ai lu vos collègues l'Avenir, le quotidien L'Avenir, et l'Observateur. Ils ont parlé de ce dossier-là. Donc, je ne suis pas le seul. Ils ont donné leur point de vue, je crois. Ils ont dit des choses sur la conférence et sur ce qu'est l'entreprise. Donc, ils ont donné leur point de vue. Donc, moi, je l'ai eu, comme je vous ai dit tantôt, il y a eu un plan de communication. On sait où avoir ces informations. Absolument. Ça doit être disponible pour tous les partenaires. Voilà. Cela étant dit, donc, c'est clair, c'est sur le marché. Ces informations sont là. Moi, je n'ai fait qu'utiliser. Ça, c'est un. Effectivement, je suis au courant de cette conférence-là, par voie de presse. Tantôt, je vous ai parlé du quotidien L'Avenir et de l'Observateur, qui en ont parlé. Il y a des amis. Vous savez, je suis ingénieur civil électricien, j'ai des amis, on en parle. On a des cercles privés de discussion, donc on échange. Et tout ça, pour vous dire que quand même, on est informé et on connaît des choses. Mais vous savez, quand vous dites que Franco Tosi a fait une conférence de presse et a dit du bien d'elle-même, s'est fait des éloges, mais je ne dirais pas le contraire si c'était mon entreprise. Une entreprise qui ne sait pas se vendre, qui ne sait pas dire du bien d'elle-même, est appelée à disparaître. C'est un problème de management. Donc, ils sont en train de se vendre. Et s'ils les font bien, tant mieux. Mais, tant mieux pour eux. Hein. Tant mieux pour eux, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi, je voudrais en fait relever ici, c'est par rapport à cette conférence dont vous parlez et ce qui s'est passé dans la conférence. Vous savez, Franco Tosi a présenté son bilan, s'est vanté, comme vous le dites. C'est bien. Mais la conférence elle-même, ou l'atelier, comme c'est dit dans d'autres journaux, on parlait d'atelier. On ne parlait pas de conférence, et ils parlent d'atelier. Et l'atelier, en fait, s'est terminé en queue de poisson. Ça veut dire que ça n'a pas pris fin. Vous commencez une conférence,
et vous ne la terminez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il faut dire qu'il y avait, comme vous avez souligné, il y avait le conseiller à la présidente, et le conseiller à la primature, et bien d'autres personnalités. Le conseiller à la présidence a posé une question pour savoir pourquoi ces retards et pourquoi les prix qui sont doublés. Et il a été relayé par son collègue, le conseiller à la primature, et par l'assistance, qui ont dit non, ce n'est pas le double, c'est le triple. C'est pas possible. Donc, vous comprenez, donc il y a un problème. Ce sont des informations là que je prends qui sont disponibles sur le marché. Et je partage avec vous, avec ceux qui nous suivent. Donc, comme ça, on peut identifier les malheurs de la SNEL. Oui, on sait voir d'où il vient, qui fait quoi. Vous savez, il n'y a pas que le malheur. Moi, je dirais, il y a aussi le bonheur. Parce que quand vous avez identifié un problème, ça veut dire que vous savez le résoudre. Ouais, absolument. Et on dit à quelque chose. Malheur est bon. Voilà. Donc, je vous en prie, continuez. Je voudrais en fait contribuer. Donc, nous avons vu que quand ces gens-là ont posé des questions à la conférence, il y a eu le problème des retards, il y a eu le problème de tous ces prix qui sont multipliés par 2 et par 3. Il y a eu aussi un autre incident. C'est-à-dire que les gens de la SNEL se sont contredits. Il y a eu un directeur de la SNEL qui a dit sur place, séance tenante, il a dit que les travaux qui sont fournis, ce ne sont pas des travaux de qualité. On nous fait des travaux, il n'y a pas de pièces de réchange, on utilise des pièces usagées. Donc vous comprenez que... Ça ne respecte les standards comme vous l'avez évoqué plus Oui, haut. comme je l'ai évoqué, donc il y a un problème de standard. Et c'est même grave, vous savez, quand il y a un problème au niveau de la SNEL, il y a des voix discordantes, il y a 2 langages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, on doit regarder, on doit tenir cela à l'œil. Et je suis très content pour les 2 conseillers qui ont essayé de soulever ce problème-là. Et même pour le directeur de la SNEL qui a soulevé aussi ce problème. Ça prouve qu'il y a des gens qui veulent que les choses aillent dans le bon sens. Des patriotes qui veulent quelque chose. Mais alors, voilà. Dites-moi un peu, cher ami Alain Donat Mwamba, comment peut-on expliquer que les prix convenus au départ, lors de la signature, avec pompe des contrats, soient systématiquement multipliés par 2, voire par 3, et la SNEL paye toujours beaucoup d'argent puisque initialement prévu. Par quel mécanisme opère-t-on pour que l'on puisse enregistrer toutes ces augmentations intempestives? Voilà, ok, merci. Augmentation intempestive. C'est vrai, il y a des surcoûts, des fois des surfacturations. Mais ce que je voudrais encore essayer de recadrer ici, c'est que quand ces contractants-là viennent, vous avez posé à un moment comment est-ce que les procédures ou le processus de sélection se passe. C'était tout au début là. Ah, voilà. Mais quand 6 mois, Alain Donat, je veux que mon offre passe, qu'est-ce que je peux faire? Vous rabattez les prix? Je rabats le prix. Je suis le mieux offrant. Je crois qu'ils disent le mieux disant. Le mieux disant. Voilà. Je suis le mieux disant. Et je serai pris. Mais je sais que j'ai fait un prix bas. Et ça s'appelle le dumping. Ça veut dire, vous venez avec un prix bas, vous essayez de distraire les gens, on vous donne le marché, et quand vous avez le marché, vous constatez que vous ne pouvez même pas acheter les pièces de réchange. Alors, vous utilisez les anciennes pièces. Et quand vous êtes coincé, qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, renégocions le contrat. Vous renégociez le contrat et vous ajoutez un complément qu'on appelle habituellement un avenant. Donc, vous venez, et cet avenant-là, en fait, vous savez, il faut être solide. Quand on vient avec l'avenant... Des clèmes... Oui, ça veut dire qu'il y a des réclamations. On vient, on vous dit non, il y a telle réclamation, nous ne savons pas continuer parce que le budget que vous avez donné, on n'avait pas inclus tel élément. Ce qui fait que le projet, dès le départ, alors, il avait été mal conçu. C'est simplement ce qu'il faudra dire quand vous commencez. Et puis quand vous allez d'un avenant à un autre, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, quand on doit juger quelqu'un, moi je travaille dans le project management, quand on doit me juger, on devrait me juger aussi sur le nombre d'avenants que j'amène sur le contrat ou sur la façon dont j'utilise mon budget.
Si je dépasse tout le temps mon budget, ça veut dire que je ne suis pas bon. Si j'accepte tout le temps les avenants et que j'ai fait perdre l'argent aux contribuables, vous, moi, l'État congolais, donc il y a un problème. Donc ça, c'est un problème. Donc on devra gérer le problème d'avenant qui est en fait ce mécanisme. Je dirais même que c'est une ruse que les contractants existent. Utilisent. Il faut dire que les contractants, ce sont des gens intelligents. Hein. Vous savez, quand ils viennent avec le projet, ils n'ont pas seulement la compétence technique, ils ont aussi la compétence financière, la compétence managériale. Ils ont tout. Ils savent comment utiliser l'autre partie. Et si ça tombe chez quelqu'un qui est disposé, l'argent sort. Et voilà. Et la SNEL, là, elle est impuissante. Elle ne peut pas se défendre. Il y a d'un côté la surfacturation, des avenants qui pleuvent, comme vous avez dit tout à l'heure. Et de l'autre côté, il y a des retards dans l'exécution de travaux. Et tout ça crée ce qu'on appelle des manques à gagner. Parce que l'énergie escomptée ne sera pas vendue, ne sera pas utilisée. Ce qui, dans la trésorerie de la SNEL, la SNEL ne va rien gagner. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose là-dessus? Bon, écoutez, je reviens à ce que j'ai dit avant. D'abord, nous devons comprendre que la SNEL a des compétences. Et nous devons aussi comprendre que la SNEL n'est pas impuissante. Moi, je crois qu'elle ne soit pas impuissante. C'est un point de vue, c'est personnel. Vous avez dit qu'elle est impuissante, c'est légitime. Moi, je le constate. Ouais, voilà. Mais à cela, j'ajoute qu'il faut comprendre que c'est l'affaire des grands sous. Et les enjeux sont importants. Il y a les jeux d'influence, vous savez. Vous savez, quand vous êtes dans ce milieu-là, vous faites de la politique. Il faut avoir un support politique, il faut avoir un soutien. C'est-à-dire que ces contractants-là sont suffisamment outillés pour pouvoir avoir cet appui-là. Ils sont en contact avec des gens qui sont influents dans ce pays. Donc, mais de l'autre côté, il y a les manques à gagner, Alain Donat. Oui, effectivement, il y a un manque à gagner plutôt, et je n'en disconviens pas. Et je dis même que l'impact négatif, il est considérable. Vous vous imaginez, par exemple, qu'on puisse mettre un groupe, je prends le plus petit, parce que les plus petits sont à Inga 1, ouais. Je prends 55 MW. OK? 55 MW que vous n'avez pas su fournir pendant un an. À cause du retard à cause du retard par un client. Un an, vous n'avez pas fourni les 55 MW. Un an, ça vous fait combien? Ça vous fait 20 millions. J'ai déjà fait des calculs. 20 millions de dollars. Je vous avais 20 millions de dollars de pertes. Et vous vous imaginez, même dans le cas où on dirait que, on pouvait dire que la SNEL a un mauvais taux de recouvrement. Oui, ça c'est 50%. Ça c'est un péché récurrent de la SNEL. Non, disons que la SNEL a un mauvais taux de recouvrement. Ça fait 50%. Sur les 20 millions, la SNEL aurait au moins récupéré 10 millions. C'est énorme, hein? Mais avec 10 millions, peut-être la SNEL aurait pu réhabiliter une autre machine. Absolument. Vous comprenez? Donc, ces retards-là, ce sont des choses sérieuses et il faudra qu'on puisse se pencher là-dessus et pouvoir les réduire. Qu'il y ait des retards, il y en a, c'est un grand risque. Mais il faudra, comme je l'ai dit au départ, il faut que ce soit identifié, qu'on puisse dire s'il y a tel risque, qui porte ce risque-là. Et généralement, qu'est-ce qui se passe dans les contrats? Dans les contrats, il y a des clauses où l'on dit, s'il y a un retard de 1 an, un retard de X jours, X mois, X années, ce retard sera porté par telle société. Et cette société va payer le coût là de 1 an à l'autre entreprise dans laquelle ils sont dans les affaires. Dans le cas présent, si Franco Tosi fait un retard de 1 an, cause un retard de 1 an, qui est un manque à gagner pour la SNEL, Franco Tosi aurait dû payer 10 millions de dollars à la SNEL. Effectivement, vous me direz, dans le cas contraire, c'est la SNEL qui paierait à Franco Tosi. Mais là, il me semble qu'il se pose un problème de conscience professionnelle, Alain Mwamba, parce que on ne voit pas, on ne sent pas la réactivité de la SNEL vis-à-vis de ces conscience professionnelle ou même complicité, moi je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Vous savez, nous devons éviter
d'entrer un peu dans les considérations des personnes. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont faibles devant d'autres. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, c'est un problème d'influence. Si vous n'êtes pas fort, on va vous écraser. Donc, ça, c'est un fait et je vous donne raison. Mais cependant, je dirais, n'entrons pas dans les considérations des personnes au risque de blesser certaines sensibilités. Mais cela n'empêche que je donne mon point de vue sur deux choses qui sont réelles et que nous avons déjà évoquées. Un, c'est la contradiction entre les agents de la SNEL qui disent, voilà, il nous a fait du bon travail, Franco Tozi. Il nous a pas fait du bon travail, Franco Tozi. Donc il y a un problème, déjà au niveau de la SNEL. À l'interne. À l'interne même. Donc c'est un problème de leadership. C'est un problème de management. Quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, le marketing ne peut pas aller dans le sens inverse des ressources humaines ou de la production. Tous doivent travailler main dans la main parce que les objectifs sont les mêmes. C'est que l'entreprise puisse gagner. Et dans le cas présent de la SNEL, son objectif, c'est de faire de l'argent aujourd'hui et demain. Et demain, oui. Et vous comprenez. Donc, il y a aussi une autre chose, c'est le souci de nos deux conseillers dont j'ai parlé au départ. Alors, sans vous interrompre, Alain Donald Mwamba, hein, parce que là, c'est intéressant aussi, mais même si on est talonné par les temps, vous n'éludez pas ma question. Hein, n'éludez pas ma question. Revenons à la conférence, à cette conférence, à cet atelier, comme vous l'avez appelé, du Grand Hôtel Kinshasa avec Franco Tozi, Mécanica, un contractant de la SNEL, qui a failli en fait à sa mission. Hein? Et pourquoi vous ne voulez pas constater avec moi que cette entreprise devrait en principe payer des millions de dollars à la SNEL et que la SNEL ne réagit pas? Ok. Non, vous avez tout à fait raison. Ça veut dire que quand il y a des clauses qui ne sont pas respectées, on doit en fait appliquer ce qui a été prévu. Donc je crois que l'entreprise devrait payer de l'argent à la SNEL pour autant qu'elle soit responsable de ces problèmes. Et il s'avère, d'après le document que je vous ai lu à un moment, qui était dans le plan de communication, comme je vous ai dit, l'entreprise a failli à sa mission et n'a pas livré les équipements dans le temps. Mais vous savez, la fameuse conférence, vous y revenez aussi souvent. Je vous ai dit que ça s'est terminé en queue de poisson. Queue de poisson, oui. Tout simplement parce que, vous savez, quand il y a un climat de suspicion qui s'installe par rapport ou suite aux questions qui étaient posées par des responsables de ce pays, parce que des conseillers à la présidence, conseillers à la présidence, à la primature, ce grand directeur de la SNEL qui s'interroge, qui dit non, nous n'avons pas eu ces installations ou ces machines, nous ne les avons pas eues à temps et pas selon les règles de l'art. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra essayer de trouver solution à cela. Et je reviens encore à ce que je vous ai dit tantôt. 55 MW pendant un an, 360 jours, fois 24 heures par jour, fois un taux d'utilisation ou de disponibilité de la machine de 85%, fois 50 dollars pour les mégawattheures. Vous arrivez au chiffre dont je vous ai parlé 20 millions de dollars. Et ça, c'est un manque à gagner. Et il faudra que la SNEL puisse en fait s'investir dans le suivi, dans le contrôle, dans l'acceptance des travaux. Voilà ce que je peux dire. Alors, on va conclure cette émission. Alain Donald Mwamba, je vous connais, vous avez la connaissance de ces dossiers du secteur de l'électricité ainsi que les télécommunications. Mais visiblement, là je parle à un compatriote, vous ne voulez pas mettre la main à la pâte dans la reconstruction, les travaux de la modernité, les chantiers de la modernisation du pays. Est-ce qu'un jour on peut compter vous voir, vous mouiller comme nous-mêmes ici au pays? Non, non. Vous savez, chacun a ses choix. Moi, j'ai fait mes choix depuis longtemps. Ça veut dire que
je ne peux pas m'hasarder dans la politique, donc c'est hors de moi. Il y a j'avais 33 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 50. Quand je m'étais décidé de quitter un peu hein, la politique, je me disais à 50 ans, je pourrais peut-être revenir, je ne crois pas. Je me dis aujourd'hui à 55 ans, bon, je ne sais pas, de toute façon, la politique pour le moment ça ne m'intéresse pas. Et même une fonction, être mandataire ou quelque part, ça ne m'intéresse pas. Ben, c'est pourquoi c'est servir le pays quand même. Non, non, vous savez, nous ne pouvons pas être tous utiles en politique. En politique, nous pouvons être utiles en faisant quelque chose. Aujourd'hui, j'ai fait une conférence avec toi, j'ai donné mes points de vue, et le lendemain, je pourrais conseiller quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez, donc je peux conseiller des gens. Pour le moment, j'ai un projet à moi que j'appelle Enjoy Your Time. Enjoy Your Time. Parlez-nous-en un tout petit peu. Enjoy Your Time, ça veut dire tout simplement réjouissez-vous, utilisez votre temps et passez des bons moments. Et c'est relatif surtout d'abord au VIH-Sida. Je m'intéresse au VIH-Sida et particulièrement dans la réponse que le management congolais devrait donner au VIH-Sida. Voilà un peu. Si vous voulez que je vous dise un mot sur ma façon de voir, ça sera avec grand plaisir si le temps nous le permet. En tout cas, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, avec espoir que vous serez toujours des nôtres chaque fois que vous serez de passage ici. Nous ne manquerons pas de vous adresser une invitation pour traiter des questions telles que celle-là et telles que celle du sida, qui vous met loin de la politique, mais qui vous laisse quand même dans votre élément de technicien. Affirmatif, je serais très content de parler du sida. En fait, ce que je fais, permettez que j'en dise déjà un mot rapidement. Mettre de l'eau à la bouche de ceux qui suivent. Ce que j'ai fait sur le sida, je considère le sida comme étant un marché. Et dans ce marché, il y a plusieurs secteurs. Il y a un secteur qu'on appelle le secteur de la prévention. Et là-dedans, il y a ceux qui vendent les préservatifs. Vous verrez la protection féminine, vous verrez Vrai Joe, Baye Bakayena. Et puis, il y a ceux qui font de l'abstinence, qui vendent de l'abstinence, qui vendent la fidélité. Et là, l'Église catholique, le pape Jean-Paul II, a été un grand ambassadeur de ce secteur-là. Et puis, il y a un autre secteur que j'appelle le secteur des soins et traitements. Là, vous trouvez le corps médical, vous trouvez les pharmaciens. Et puis, il y a un autre secteur qui est le secteur de l'éducation, de la sensibilisation, de la mobilisation. Et dans ce secteur-là que je me trouve. Donc, je suis en train de sensibiliser les gens. Et puis, il y a un secteur, le dernier secteur, malheureusement, le quatrième, qui est le secteur de la peur, là où on essaie de vendre la mort, on essaie de vendre l'horreur. Mais dans tous ces secteurs-là, il y a un élément commun sur lequel moi je travaille, c'est ce qu'on appelle le counseling and management. C'est-à-dire? Le counseling, c'est tout simplement une assistance psychologique aux gens qui sont affectés ou infectés. Je peux avoir le sida, moi je suis infecté, et vous êtes mon frère, vous êtes affecté. Donc on essaie de parler à ces gens-là pour essayer de les garder. Vous savez, en bonne santé, mentalement, psychologiquement, socialement, être là, présent dans leur environnement. Et moi je le fais maintenant en parlant avec les responsables d'entreprise. Les managers. Les managers. Alors, qu'est-ce que je dis? Quelle réponse pourriez-vous donner à l'environnement, à votre entreprise, en tenant compte de votre position, en rapport avec un leadership exceptionnel, un management de qualité et une stratégie qui tient compte de l'environnement congolais, de la réalité congolaise. Voilà un peu... Ça, c'est réservé pour la prochaine émission, selon les disponibilités de notre ami Alain Donat-Mwamba. Toujours disponible. Voilà. Amis téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Cette problématique de la desserte de l'électricité qui pose également le problème de la production et du transport. Alain a eu à détailler tous les méandres de ces secteurs. C'est avec un grand plaisir que nous vous avons accueilli ici chez nous sur Télé7 pour des sujets aussi importants comme celui-là. Et à vous, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.